Hello Flo, Coucou Shannon, ça va? en pleine forme. Oh là là, quel plaisir de te retrouver. Comment ça va toi? Eh ben écoute, ça va. On se retrouve pour une 13e émission déjà. Et ça va être une émission comme d'habitude en deux temps, une partie actu, une partie culture. Donc si jamais vous êtes intéressé plutôt par la partie culture, vous pouvez tout de suite, grâce à la barre de lecture, euh, aller jusqu'à la culture. Voilà. Mais bon, on préfère que vous restiez tout de suite. Mais bon, après, si vous préférez la culture, on ne peut pas vous en empêcher. Bah oui, parce qu'il y a quand même des faits intéressants pour commencer cette émission chez nous avec notamment un nouveau format un peu plus interactif, avec plus de sujets traités. C'est les questions de Flo Flo, les questions de Flo Flo, les questions de Flo Flo. Waouh, 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 peut-être le petit jingle. On n'a pas encore de musique, pas de budget, mais ça va, ça va venir. Donc le principe est simple. Je vais te poser des questions, Shannon, et tu vas devoir me dire si tu as une idée de la réponse et on en discute juste après. Donc D'accord? clairement, je pense qu'avec ce nouveau format, chaque émission entre nous, je vais paraître pour une grosse bip à chaque émission parce que clairement, les questions, je les connais pas et à tous les coups, je vais pas répondre bien. Hum, On va voir. Écoute, tu seras peut-être surprise hein, des résultats finalement. Alors, je me rappelle plus de l'ordre des questions exactement. Alors, on va commencer dans le désordre, hein, c'est pas grave. Ah non, la première question, c'est celle-ci. Shannon, première question. À partir de quel âge les Britanniques ont décidé d'élaborer leur testament? 20 ans, 35 ans ou 50 ans? Alors moi, my first guess is 35 ans, mais à tous les coups, ça va être 20 ans parce que ça va être quelque chose qui sort du lot. Je sais Alors, pourquoi pas. tu dis pas 20 ans si tu sais que c'est 20 ans? Parce qu'en fait, 50 ans pour moi c'est trop tard parce que si tu poses la question 50 ans du coup voilà quoi, c'est un âge enfin c'est pas un âge normal, t'es encore jeune à 50 ans, mais bon, tu commences peut-être à penser à la fin et du coup tu prépares ton testament plus facilement qu'à 35 ou 20 ans. Mais je sais pas, ça se joue entre les deux quoi pour moi. Toi, tu l'élaborerais à quel âge? Tu l'élaborerais à quel âge, pardon? Je sais pas, je sais que moi c'est marrant, mais parfois genre déjà j'y pense, je me dis tu sais j'ai tellement de livres tout ça, je me dis et ben si je meurs, qui va récupérer mes livres? Faut pas les vendre, hein, ok? À moi, hein. T'as intérêt à me les donner. Ah, je sais Pas pas. tous, certains. Je veux en avoir Oui. certains. Parce qu'en plus, c'est vrai que Mais tu as bon, un patrimoine littéraire important. donc oui, je sais pas, entre 20 et 35 ans, quoi. Ah bah, faut me donner une réponse. Et tu me dis, c'est mon dernier mot, Flo Flo. On perd du temps là, Flo. On est Il faut que censé tu les me donnes garder. une réponse. Et je te dirai après. Bah, allez, je dis 35 ans, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre Florian. Non, j'en Flo Flo. Mais non, c'est 20 ans. C'est 20 ans, en fait, comme tu pensais au début. Alors, il y a eu un article récemment qui a été publié à ce sujet, notamment à cause du Covid. Eh bien, les jeunes se préoccupent un peu plus de leur avenir, plus que nous, Français et nos voisins, ce qui a poussé la plupart d'entre eux à faire un testament. Alors, vraiment, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un testament à 20 ans? Alors ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est peut-être des personnes qui savent qu'ils vont hériter de fortune peut-être par l'avenir, à l'avenir. Je sais pas, ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, enfin, 20 ans, c'est quand même un âge où t'as pas forcément déjà des enfants, donc bon, bah, c'est-à-dire que si tu lègues des choses, tu lègues je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, en même temps, je comprends parce que le contexte, je trouve que parfois, plus on avance cette époque, et plus parfois, enfin, c'est vrai qu'on pense à l'avenir, on pense c'est terrible à dire. Enfin, c'est un peu noir à dire, mais on pense parfois plus à la mort et tout. Et enfin, vaut mieux s'y préparer parfois, mais c'est vrai qu'à 20 ans, je sais pas, est-ce qu'on posait déjà beaucoup de choses? I don't know. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que le contexte, en tout cas, n'aide pas. Et bon, c'est pas très rassurant d'autant anticiper la mort. Mais c'est vrai, bon, au Royaume-Uni, les ravages du Covid sont assez importants. Donc, ça peut pousser aussi certains jeunes à anticiper l'au-delà. Mais bon, on va switcher sur une question un peu plus joyeuse et plus concernante. Shannon, sur 100 Français, combien seraient angoissés de ne plus avoir de batterie? Réponse A, 12. Réponse B, 20. Réponse C, 33. Je tiens à dire, Flo, Jean Flo, que tu prends un peu trop à cœur ton rôle de Jean Flo.
Alors là, je voulais faire un peu Jean-Luc Reichmann. Ok. En français. C'est un peu Attention à la marche. Qui faisait ses 20 ans Oui. d'ailleurs. Nostalgie. Mais bon, oui, j'aime bien. J'adore faire des émissions de quiz, de jeux. Sachant que tu es passé au coup de midi. Je me rappelle pas ce genre de souvenir, sinon j'ai perdu bêtement. Ok, alors bon, moi, mon... je dirais réponse C, Jean-Floflo 33. Et oui, c'est 33%, enfin c'est un Français sur trois, donc à peu près 33% qui serait en panique. Il y a eu un récent sondage réalisé par Opinionway qui pose que 33% des Français seraient angoissés. Je pense qu'on en fait partie, mais pour être un peu plus précis, si on cible par catégorie, on arrive à quasiment 43% pour les 15-24 ans, 26% pour les 25-34 ans. Ça, c'est vraiment. Alors, et il y a aussi cette angoisse de ne pas avoir assez de batterie, mais c'est surtout une autre angoisse, c'est celle de ne pas avoir une recharge complète à 100%. C'est Ah dire ouais. que le portable habite nos vies. Je sais pas, toi, est-ce que tu te positionnes vraiment dans ces 33% et est-ce que tu as une autre angoisse Alors, par rapport au téléphone? moi, c'est vrai que je comprends la question, c'est pour ça que je dis 33 parce que je me sens concernée et je pense que, enfin, je suis angoissée. En fait, je suis angoissée que mon portable s'éteigne et que je ne puisse pas contacter quelqu'un. Sans dire que je suis tout le temps en contact avec plein de monde, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que je me dis oui, enfin bon, là, je vais aller au boulot. Si j'ai plus de batterie, enfin, je sais pas, si je dois contacter quelqu'un en revenant du boulot, je sais pas. Enfin, c'est vrai que je pense trop tout le temps et du coup, je me fais des scénarios et je me dis, imagine ça, imagine si. Sachant qu'en plus, quand je suis en tant que tutrice, en fait, je dois utiliser mon portable pour avoir des contacts avec la coordinatrice qui est sur place ou pour du coup faire, on a accès à une plateforme qui fait, pour faire l'appel et pour faire les feedbacks. Alors les feedbacks, c'est les feedbacks aux parents et je le fais toujours en rentrant chez moi, donc à la limite, ça pose pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé, mon portable s'est éteint et je n'avais plus de quoi le recharger et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mince, si la coordinatrice essaie de me contacter, je pourrais pas lui répondre. Et finalement, elle est passée et je lui ai dit que j'avais plus de batterie, j'étais plus joignable. Bon, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, là où c'était une angoisse, c'est qu'avec ces histoires de couvre-feu, tout ça, même si, la situation fait que c'est nécessaire, hein, mais c'est vrai que du coup, j'avais mis, je ne sais pas, en fait, j'ai pas mon imprimante ne marche pas. Et du coup, je n'avais pas pu imprimer mes attestations de couvre-feu à 18h et je les avais mis sur mon portable en me disant, bon, bah, c'est bon, si je me fais contrôler, je les montrerai, puis voilà. Donc, à ce jour-là, mon portable éteint qui ne pouvait pas se rallumer. Si je me faisais contrôler, Aïe, aïe, aïe. c'était compliqué. Les 135 € d'amende, ils auraient pu être là, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a été vraiment une angoisse tout le chemin du retour. J'avais 20 minutes de trajet. C'est vrai que ça a été une angoisse. Je me suis dit, mince, comment je vais faire, quoi. Et bon, finalement, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, ça m'a apporté une leçon, c'est que j'ai imprimé mes attestations de couvre-feu. Parce que voilà, quand on veut éviter ce souci-là, mais après, l'angoisse d'être toujours à 100%, enfin non, ça pas du tout. Hein. Non, ça va. Voilà, là, que d'aventure, Shannon, que d'aventure avec le Covid. Aïe, aïe, aïe. Dernière question. Dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va aller assez straight. Ce lundi soir, Shannon, ce lundi soir, donc lundi qui est passé, hein, jusqu'à combien de personnes a réuni le live de Samuel et Étienne, mon amour, avec l'ancien président de la République, François Hollande, mon amour, sur Twitch? 32 000 téléspectateurs, 64 000 téléspectateurs ou 96 000 téléspectateurs? Je dirais Jean-Flo, 64 000 téléspectateurs, la réponse B. Aïe, 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 c'était 96 000. 96 Autant. 000. Ouais, alors c'était. Je pense pas que c'était attendu qu'il y ait un tel succès sur Twitch, mais en effet, il y a eu une pointe vers 22h à 96 000. J'ai un petit peu regardé, j'avoue, l'entretien. C'était plutôt une discussion sur différentes thématiques. Et en fait, c'était les viewers qui choisissaient les thèmes, qui posaient des questions. Et ils y répondaient un peu sans filtre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux, mais François Hollande a un peu clashé l'initiative de McFly et Carlito de faire une vidéo à l'Élysée. Okay. Il n'a pas hyper apprécié. Enfin, il a fait une petite note humoristique là-dessus. Donc, en effet, c'était 2-3 heures de discussion sur vraiment beaucoup de sujets. Et ça a réuni énormément de jeunes. Ça, faut le savoir, ça a réuni beaucoup de jeunes. Et dimanche, il y aura un nouvel intervenant. Donc, ce dimanche, d'ailleurs, donc ce soir, parce qu'on est dimanche, Jean Castex,
qui sera avec Samuel Etienne. Est-ce que toi, ce genre de rendez-vous, ça t'intéresserait, sachant que c'est pas à la télé et que le format n'est pas le même et que Samuel Etienne ne se présente pas comme un journaliste dans ces discussions? Alors, moi, pour être honnête, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est pour ça que j'ai opté pour 64 000 personnes parce que 96 000, ça me paraissait énorme et je n'en ai vraiment pas entendu parler. Pourtant, je suis quand même assez souvent, par exemple, sur Twitter et Twitter, c'est un peu l'endroit où on débat de ce genre de choses. Et là, c'était, je n'ai pas trop vu passer. Ça m'a pas marqué du moins. Donc, c'est vrai que j'en avais pas entendu parler. Et alors après, je trouve ça intéressant au niveau des jeunes, en fait, surtout pour peut-être les intéresser à la politique, qui est quand même un domaine assez compliqué parfois. Et moi, la première, je trouve ça un peu barbant. C'est vrai que je suis désolée, mais oh là là, pardon, j'arrive plus à parler. Quand Jean Castex, pardon, monsieur le Premier ministre, c'était pas voulu du tout. Arrête de rire. Excuse-moi. Oui, Jean Castex, donc. Oui, et ben quand il parle, c'est vrai qu'à 18h les soirs, bon, je ne suis souvent pas devant ma télé parce que je travaille à cette heure-là. Pardon, je pleure de rire. Mais voilà. Ou je sais pas, monsieur Macron, c'est vrai que c'est des longs discours. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve ça long. Et en plus, pour ce qu'ils disent à la fin, c'est que, bon, bah, ok, on est en confinement, d'accord, on a compris. Au bout d'un moment, le speech, il dure 20 minutes, voilà, quoi. C'est vrai que... Donc après, si ce format de discussion, après, c'est pas pour faire des grandes annonces, hein, c'est pas comparable, mais si ce format de discussion peut aider à attirer les jeunes, je pense que c'est très intéressant. Ce serait le principal effet. Donc, à voir, d'autres invités seraient prévus sur Twitch. Donc, info à venir. Mais on va évoquer maintenant un peu de culture. On passe à ta rubrique, Shannon. Et tu vas Et assurer. oui. C'est à toi de présenter le film de la semaine. Alors, du coup, c'est un film où j'en ai déjà parlé en recommandation culturelle. Alors, c'était pas celle de cette semaine, ni celle d'avant, c'était du coup la semaine encore d'avant, donc il y a 2 semaines à peu près. C'est sur un film qui s'appelle Mary, je sais pas comment on va le prononcer dans cette émission, c'est le Mary à l'américaine, à l'anglaise, M-A-R-Y. C'est un film de 2017 de Mark Webb qui a notamment réalisé 500 jours ensemble. Et c'est un film que moi j'avais vu de mon côté du coup il y a quelques semaines et qui est passé sur ces stars ce lundi. C'est l'histoire en fait d'une petite fille qui s'appelle Mary, I don't know, et qui est élevée par son oncle Frank depuis la mort de sa mère et qui, lors de ses 7 ans, elle va à l'école pour la première fois, parce que jusqu'à maintenant c'était son oncle qui lui faisait l'école à la maison. Et elle va à l'école dans une école dite normale, sauf qu'elle a ce qu'on appelle des facultés assez hors normes en mathématiques. Donc, les choses se compliquent et ça devient encore plus compliqué quand sa grand-mère, donc la mère de Franck, débarque pour récupérer sa petite fille et un procès est engagé. Donc, c'est très touchant et très déchirant à la fois. Mais aussi, je trouvais que ce film, en fait, alors c'est pas le film du siècle, hein, c'est un film intéressant mais qui va pas forcément être un film ouf, voilà. Mais moi, je l'avais regardé à la base parce que j'adore l'acteur Chris Evans, qu'on a vu dans les Captain America, dans le Marvel Cinematic Universe. Mais là, j'ai trouvé vraiment intéressant la réflexion sur les surdoués, les enfants surdoués. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans une école à leur niveau, quitte à ce qu'ils ne soient pas avec des personnes de leur âge et que ça peut être compliqué socialement, ou vaut mieux les mettre dans une école dite normale, mais qui s'ennuient à l'école. Et justement, le film aborde aussi quelques conséquences psychologiques que ça a sur ces enfants quand ils s'ennuient en fait, à l'école. Je trouvais très intéressant. Alors ouais, donc, ce film, tu me l'avais recommandé, Shannon, et je t'en remercie parce que malgré tout, la thématique était très intéressante et notamment l'enfant surdoué Mary m'a pas mal touché. J'étais un peu avec elle, c'est un peu de comprendre sa façon de penser. Mais il faut quand même croire que déjà à son âge, elle est très mature et s'exprime d'une façon assez fluide. Même nous à côté, je pense qu'on ne s'exprime pas beaucoup mieux qu'elle. Et on sent en fait, pendant tout le film, qu'elle n'est pas très à l'aise là où elle est. Enfin, peu importe où elle est. On sent qu'elle est à l'aise avec son oncle parce qu'elle est très heureuse avec son oncle. Mais vraiment, au fil des semaines, lorsqu'elle rencontre sa grand-mère, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte
de changement ouais, qu'elle ne se sent plus vraiment à l'aise. Pour autant, on sent qu'elle aimerait rester avec son oncle, mais elle aimerait aussi peut-être faire de grandes études. Et c'est aussi ça un peu que j'ai eu du mal à vraiment comprendre dans le film ce qu'elle voulait vraiment. Et peut-être qu'elle ne savait pas non plus ce qu'elle voulait vraiment. C'était l'une de mes premières incompréhensions, de même que l'oncle, je ne sais plus son nom, ça m'énerve, celui qui incarnait Franck. Franck, merci Shannon, j'ai du mal avec les prénoms, hein, je suis vraiment désolé. Franck, j'ai pas réussi à le cerner de tout le film. Il est beaucoup trop mystérieux pour moi. J'ai pas réussi à comprendre sa façon de penser et je pense qu'il cachait beaucoup de choses, de secrets peut-être par le passé qu'il ne voulait pas dévoiler et que les différentes audiences qu'il a eues pour savoir qui aurait la garde de Mary a posé. Donc c'est vraiment des incompréhensions qui fait que j'ai accroché, mais pas autant que j'aurais pu. Ok. En vrai, je comprends parce que en même temps, tu vois, Marie a 7 ans. Est-ce qu'elle peut vraiment savoir ce qu'elle veut vraiment? C'est aussi ça qui est intéressant, de montrer que bon, elle est très mature, elle a des grandes facultés en mathématiques, mais est-ce que elle sait pourtant, pour autant ce qu'elle veut? Enfin, elle l'exprime, mais en même temps, comme tu dis, elle est un peu déchirée parce que en fait, il y a ce côté où chez son oncle, en fait, son oncle, il a été un peu rogné par sa mère et du coup, il a plus vraiment beaucoup d'argent, donc il a un peu, bon, il vit dans un mobil-home, enfin voilà, c'est pas une vie voilà, où il roule sur l'or, quoi, clairement, alors que du coup, sa mère, donc la grand-mère de Marie, elle a beaucoup plus d'argent, elle est connue, je crois que c'était une prof de fac, un truc comme ça, et du coup, elle pourrait offrir beaucoup plus de moyens à Marie, et c'est vrai qu'elle est, même elle est déchirée du coup entre les deux, parce qu'en fait, chez Franck, ça se passe, enfin, du coup, beaucoup de moments touchants, attendrissants. Ils jouent, voilà, ils font un peu les fous, tout ça. Et alors que chez sa grand-mère, bon, bah, faut travailler, c'est pas du tout la même ambiance, et du coup, elle est déchirée entre les deux. Donc, c'est vrai que, et même en fait, finalement, Franck est très déchiré aussi, ça va savoir voilà, quelle vie offrir à Marie, sachant que, on va peut-être pas essayer on va pas trop spoiler, mais par rapport à sa sœur, donc la mère de Marie, c'est pas. La mort a été un peu tragique, sa mort a été un peu tragique, et il y a une réflexion là-dessus, parce que même sa mère était surdouée, et on va dire qu'elle a plutôt mal vécu. Donc en fait, Franck aimerait éviter ça à Marie, mais il ne sait pas comment le faire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, et je pense que ce film est révélateur non seulement de la situation des surdoués et de leurs proches, mais aussi enfin, de ce côté où tous les personnages sont un peu déchirés entre deux parties, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'idéal pour ces enfants-là. Je pense qu'il y a toujours, il y a toujours une situation où il va y avoir des complications, des moments difficiles, mais à savoir quelle situation sera la moins pire, entre guillemets. C'est un peu ça. Et après, la question, sans vouloir spoiler, c'est est-ce que la situation à la fin qui est offerte à Marie la convient totalement. Et ça aussi, ce qui m'a un peu laissé sur ma faim, c'est que justement, les dernières scènes ont été trop rapides. J'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus sur comment ça se passait les semaines et les années à venir. Peut-être que Marie aurait été une prodige. J'aurais bien aimé voir aussi la consécration de Marie par la suite. Mais non, la scène a duré 2-3 minutes et après, c'était la fin du film. Donc ça, j'étais un petit peu déçu. De même que ce que j'ai pas jugé nécessaire dans le film, il y a eu des petites histoires, notamment entre l'enseignante et Chris. Alors peut-être que j'ai pas assez bien compris le film pour comprendre l'intérêt, mais pour moi, c'était pas du tout nécessaire d'en parler, de faire un focus là-dessus, et plus de se concentrer sur Marie, sur le côté un peu psychologique, parce qu'on le voit pas trop, pas assez, je pense, pas assez. On est un peu dans les moments extrêmes de Marie. Mais ça aurait été bien aussi de voir un peu de son point de vue comment elle vit la situation actuelle. C'est vrai que ouais, tu as raison, je pense, sur ce point-là. La relation avec l'enseignante, en fait, je pense que. Alors, l'histoire d'amour, entre guillemets, n'était pas nécessaire, ça c'est sûr. Après, je pense que le point de vue de l'enseignante était en fait intéressant pour montrer. Enfin, c'est elle, en fait, qui est là, qui dit, bah, en fait, Marie, elle a des facilités énormes, en fait, en mathématiques. Je pense que c'est intéressant, enfin, ce côté-là est intéressant de montrer parce que
pour ces enfants prodiges, il y a les proches, il y a eux-mêmes au centre, hein, mais il y a les proches, mais il y a aussi les enseignants qui parfois sont démunis face à des enfants pareils parce que ils savent pas comment réagir. C'est vrai que c'est assez compliqué aussi. Enfin, je pense que c'est un point de vue qui était intéressant, mais peut-être voilà, un peu trop de points de vue dans un seul film. Peut-être qu'il aurait fallu que le film soit un peu plus long, mais bon, il fait déjà 1h40, donc c'est déjà pas mal pour un film qui n'est pas forcément un blockbuster. Ou, enfin voilà, c'est un film quand même où le scénario peut être considéré assez plat. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais oui, tu as raison. On aurait peut-être pu s'attarder un peu plus sur Marie elle-même. En fait, on reste quand même pas mal du point. En fait, on oscille entre les différents points de vue. Et vers la fin, on est quand même pas mal vers le point de vue de Franck. Et ça aurait mérité, comme tu dis, je pense, d'être du point de vue un peu de Marie aussi. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé du personnage de Marie? Moi, j'ai trouvé quand même assez drôle à plusieurs moments, sauf les fois où elle est un peu violente, quoique même là, ça m'a fait un peu rire, mais je sais pas ce que tu en as pensé. En fait, ouais, je l'ai trouvée assez marrante, mais elle est. Enfin, bon, il y a des scènes comme déchirantes, hein, où moi, ça m'a fait un peu pleurer, enfin voilà, mais. Enfin, ou du moins émue, mais c'est vrai qu'elle est. Elle est assez incroyable, quoi. C'est vrai qu'elle est là. Bon, bah... Et puis elle a des sorties, en fait, qui sont. Déjà, les enfants, en général, je trouve parfois, ils ont des sorties, enfin, ils ont des paroles qui peuvent être très marrantes. Mais là, je pense qu'avec une enfant beaucoup plus mature, c'est encore plus drôle parce qu'elle elle va sortir des choses, mais je suis là, je suis bon, ok, d'accord, super. Donc ouais, non, c'est vraiment un personnage intéressant. Puis je trouve que l'actrice Makena Grace, elle est quand même assez surprenante et convaincante dans son rôle. Ah, ça, c'est sûr. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Et alors, c'est vrai que alors, tu sais très bien à quel point je peux pleurer hein, pour des scènes émouvantes. Notamment, on en reparlera à un moment donné, mais les figures de l'ombre, on en reparlera. J'ai pleuré parce qu'il y avait des moments symboliques très forts. Mais là, j'ai pas pleuré. Et je me dis, c'est que le film m'a touché, mais pas à un point où j'étais ému. Il y avait des retrouvailles qui se déroulent dans le film. Pour moi, c'était trop prévisible. Je savais très bien Oui. qu'ils allaient se retrouver. Et donc, j'ai tellement anticipé ce moment que j'ai pas pleuré. Et je pense qu'ils auraient peut-être pu mieux raconter ces retrouvailles ou faire plus de rebondissements, montrer que c'était pas aussi simple que ça, ou je sais pas, mais peut-être que c'est très simple d'ailleurs de retrouver un enfant, mais moi, j'étais pas très, très touché par rapport à ça. Oui, non mais je comprends, je comprends. Après, ce qui est assez marrant, je sors un peu du contexte, enfin, voilà. Mark Webb, le réalisateur, c'est lui qui a réalisé les deux The Amazing Spider-Man et donc Marvel, et Chris Evans a joué Captain America dans le Marvel Cinematic Universe, alors même si du coup c'est pas du tout les mêmes productions, il y a ce petit point commun qui est assez intéressant, euh, que j'ai voulu souligner. Il y a un rapprochement entre Chris Evans et le réalisateur. Non, 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 pas du tout, pas du tout, le faux. Chris Evans, du coup, je l'ai trouvé moins beau dans ce film. Enfin, ouais, c'est pas comme dans les films de super-héros, tu vois. Bon, c'est pas vraiment une analyse très fine hein, du film, mais le personnage de Frank était moins charismatique que ce que je m'attendais, que ce à quoi je m'attendais plutôt. C'est pas- Bon, après, en même temps, il n'est pas du tout dans le rôle de super-héros. Je pense que. Enfin, il est un peu dans ce rôle d'homme, la quarantaine, et qui est un peu ronchon, je dirais, genre un peu dans son coin. Et je pense qu'il a pas mal de choses à gérer, enfin, son personnage. Donc, c'est assez intéressant. Bon, après, physiquement, voilà, Chris Evans, voilà, quoi, c'est un petit crush de célébrité, quoi, vraiment. On va pas se le cacher, hein. Il y a certaines personnes qui le savent déjà, hein. Et alors, il y a un dernier point qui, moi, m'a marqué. C'est la mère de Frank, donc, qui vient pour la première fois chez Frank, il me semble que c'est la première fois, et donc, qui rencontre Mary, et qui va acheter Mary à coup de cadeaux. Donc là, on a un retour sur un aspect matérialiste qui en soi n'est pas mauvais. C'est rien de critiquable par rapport à ça. C'est le procédé que j'ai trouvé très choquant de avec moi, tu auras tout ce qu'il faut pour travailler et être heureuse. Donc déjà, ce qui supposerait que quand on étudie, on est nécessairement heureux, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Peut-être que ce n'est pas forcément ce qu'elle veut. Mais c'est cette scène qui m'a un peu révolté et Franck à côté qui reste impassible. Je ne sais pas tout en penser parce que moi, ça a retenu mon attention quand même.
la première fois qu'elle est venue. Et ça en dit long sur le personnage. Oui, bah, c'est ça. C'est vrai que ça annonce déjà la couleur du personnage. Mais c'est vrai que moi, c'est un personnage que je n'ai pas trop apprécié, la grand-mère, parce que en même temps, elle a un peu le rôle de la méchante, hein, mais on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que voilà quoi. Enfin, en fait, je trouve qu'elle est tellement un peu dédaigneuse par rapport à son fils, qui reste quand même son fils, qui a quand même euh, voilà quoi, enfin tout fait, enfin Franck il a quand même tout fait pour Mary et en fait voilà quoi, enfin genre c'est vrai que c'est assez surprenant, sachant que bon c'est un petit mini spoil, mais c'est vrai que donc comme tu as dit c'était la première visite de la grand-mère et en fait elle ne connaissait pas du tout Mary depuis et pourquoi en fait elle débarque parce que l'école de Mary l'a appelée mais en fait cette femme n'avait jamais voulu rien avoir avec cette petite fille jusqu'à qu'on lui dise que sa petite fille est surdouée comme sa fille et du coup elle veut la récupérer et je trouve en fait c'est vraiment enfin, je sais pas c'est pas très humain quand même parce que ah bon bah ça y est elle m'intéresse enfin parce qu'elle est peut-être à mon niveau tu vois genre, je trouve ça un peu horrible quoi alors que bon bah c'est ta petite fille à la base ça aurait pu peut-être lui montrer un peu plus d'amour déjà avant et là pas du tout quoi et en plus elle est prête à certaines choses pendant le procès qui sont assez je trouve limite quoi. Donc c'est vrai que voilà. Après dernière question du coup Flo, je sais pas si tu pourrais répondre, même moi je ne sais pas trop quoi répondre, mais du coup tu penses que c'est quoi le mieux pour un enfant surdoué? Est-ce que c'est mieux qu'il reste dans une école normale pour avoir une vie la plus normale possible, quitte à s'ennuyer en cours, ou le mettre dans une école adaptée, mais qui soit dans un environnement compétitiste, avec des personnes qui ne sont pas forcément de son âge, et du coup pas forcément une vie très normale. C'est une très bonne question et en fait, ça montre la complexité un peu du sujet parce que la réponse n'est pas évidente. Je pense qu'il faudrait, même si, si je reprends le film, il a 8 ans dans le film, 7 faut ans. 7 ans, excuse-moi. Très bien. Pas de soucis. Je pense qu'il faudrait, là, ça valait le coup de l'écouter. Même si elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, à la fin, elle dit, je préfère être comme ça. Je préfère faire ça, je préfère faire ça. Et, et ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment écouter ses enfants. Et ça a toujours été le cas pour tout ce qui est, tout ce qui a trait à l'éducation. Il faut écouter un peu l'enfant. Il faut voir où il pourrait s'épanouir le plus. Parce que même si on est un génie, c'est bien beau de mettre, de mettre cet enfant dans une université réputée. Ça se trouve, elle ne sera pas heureuse, donc elle ne voudra peut-être pas forcément travailler. Donc, ce qui compte, c'est qu'elle soit épanouie dans ce qu'elle fait et on peut trouver un compromis. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, si l'enfant veut rester dans une école où elle n'est pas trop à sa place, mais où au moins elle se sent à l'aise avec ses pairs, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais en contrepartie, elle peut travailler à la maison, faire des études peut-être en ligne, des cours en ligne, plus approfondis pour avoir un équilibre entre les deux. Mais avoir tout l'un ou tout l'autre, je ne suis pas sûr. Ça dépend vraiment de la volonté de l'enfant. Tu en penses quoi, toi? Moi, c'est vrai que je suis très partagée, c'est tout l'attrait du film. Je pense qu'il n'y a pas de situation idéale et comme tu as dit, c'est bien d'écouter l'enfant parce que là, c'est vrai qu'elle a 7 ans et en fait, elle exprime son avis, mais aux yeux de la justice, elle n'a pas encore l'âge pour prononcer son avis et du coup, elle doit subir la décision du juge et c'est vrai que c'est vraiment très dommage parce que je pense que les enfants, même à 7 ans, en plus là, en fait, c'est terrible parce qu'elle a la maturité pour dire son avis, mais vu qu'elle n'a pas l'âge au niveau civil, au niveau de la justice, elle peut pas elle peut pas faire entendre son avis. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça montre à quel point, en fait, les enfants prodiges, moi j'avais vu sur internet, les enfants prodiges, ils peuvent être prodiges au niveau intellectuel sur les résultats à l'école, tout ça, mais ils peuvent ne pas forcément être matures. Et là, vraiment, elle est les deux. Elle est à la fois très mature et très forte en mathématiques, mais voilà quoi, en fait, ces enfants-là se heurtent à un système, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau juridique, ou après ça peut être sur plein de choses, hein, je pense même au niveau du travail plus tard, enfin voilà, qui n'est pas forcément adapté à eux et c'est très compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Et ça, on pourrait en parler encore très très longtemps. Mais le temps file. Le temps file. On arrive déjà à la fin d'Entre nous 13. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci déjà, on n'a pas dit au début, mais merci à vous d'avoir été très nombreux au rendez-vous du dernier Entre nous. C'est au-delà de nos espérances. Ça fait très plaisir. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc merci, merci à vous. Merci à toi, Chadou.
Merci, du coup, merci à tout le monde. On se retrouve toute la semaine, comme d'habitude, pour les rubriques habituelles. Normalement, je crois que dans l'oreillette, on me dit qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine qui n'a pas rien à voir en fait avec entre nous. Oui, c'est ça. Attends, c'est là. Ouais, c'est là. Il n'y a rien à voir, mais ça va être très intéressant. Ah, quoique. Ah non, non, rien à voir en fait. T'as raison. Rien à voir, t'as raison. C'est moi qui la montre, mais je sais même pas de quoi ça parle. Très bien, Florian. Très bien. Merci à vous et à dans 2 semaines. Et on fera une annonce, une grosse annonce dans 2 semaines parce qu'il y a un événement sur Instant d'écrivain, le premier gros événement de l'année 2021. On vous en parle dans 2 semaines. Et c'est tout à fait ça. J'ai complètement bugué. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Salut Shannon. Salut Florian.